C'est aux questions Roycom, si vous voulez bien, soyez pas trop impatient, j'arrive avec le micro. Merci pour votre intervention, à tous les deux, et l'organisation de cette conférence. Je voulais juste rebondir, c'est pour ça que j'étais impatient, sur ce que vous venez de dire sur la légalité de l'occupation du blocus. Et vous avez entendu comme moi l'interview de l'ambassadeur d'Israël sur BFM. Il me semble qu'il a sorti, alors j'ai pas retenu les termes pour justifier le blocus en disant qu'il était légal au regard de je ne sais trop quoi. Alors j'aimerais savoir si vous pouviez nous parler de cela pour voir de quoi il est question dans son argumentaire. Merci. Alors, la question de la légalité d'un blocus, de la licéité d'un blocus, elle est résolue par un manuel qu'on appelle le manuel de San Remo, et qui dit qu'un blocus peut être licite, dans l'hypothèse, encore une fois, il est proportionné. Et ce manuel de San Remo, il donne en fait les critères d'appréciation de cette proportionnalité. Et en gros, ce qui doit être mis en balance, en quelque sorte, deux choses. C'est les bénéfices qui sont escomptés du blocus. Et là, les bénéfices, on le sait, enfin, du point de vue d'Israël, c'est un bénéfice sécuritaire, c'est se protéger en quelque sorte. Mais ça doit être mis en balance avec le droit des populations qui subissent le blocus. Et notamment le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à la santé. C'est là que doit s'opérer la balance. Est-ce que Israël tire un bénéfice sécuritaire? Sans doute, d'une certaine façon. Mais est-ce que ce bénéfice suffit à justifier une famine de 100% de la population? Est-ce qu'il suffit à justifier des privations d'aliments, des privations d'eau, des privations de tout, qui sont en train d'entraîner le décès de dizaines de milliers de personnes? La réponse est manifestement non. Il n'y a véritablement aucun juriste qui pourrait vous justifier l'existence d'une proportionnalité dans ce cas-là. Donc, en fait, quand l'ambassadeur parle d'un blocus potentiellement licite, en soi, comment dire, un blocus n'est pas en soi illicite, mais il devient illicite du fait qu'il n'est pas proportionné. En l'occurrence, qu'il est manifestement disproportionné. Et ce qui, encore une fois, alimente cette idée que c'est disproportionné, c'est la durée de ce blocus. Un blocus de 17 ans, c'est gigantesque et c'est affreux pour les populations qui le subissent. Il fait référence à un arrêté ou je ne sais pas quoi. Enfin, il a fait référence à quelque chose de niveau juridique. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, il y avait. Alors, oui, il y avait une résolution de l'ONU, mais qui est ancienne désormais, enfin, qui a été adoptée juste après le blocus, qui, alors, sans dire que le blocus était licite, évoquait la possibilité qu'il le soit. Mais après cette résolution-là, il y a eu un autre rapport qui n'est évidemment pas mentionné par l'ambassadeur, qui a été rendu, je crois, 5 ans après, par 5 experts de l'ONU, et qui conclut au fait que le blocus est illicite. Donc, si vous voulez, lui, il se base, enfin, il retient ce qui l'intéresse, il retient une résolution qui a été prise juste après le blocus, qui évoque l'idée que ça serait peut-être licite, mais il néglige, le fait qu'il y a eu ce rapport a posteriori de la part d'experts de l'ONU qui dit que ce n'est pas licite, et le fait que, depuis, la situation a évolué et a rendu ce blocus complètement disproportionné. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Je me posais la question, que prévoit le droit pour tous les réservistes franco-israéliens qui servent actuellement en Israël à leur retour, s'ils rentrent en France? Merci. Alors, la question qui se pose pour eux, c'est est-ce qu'il y a des poursuites pénales qui vont pouvoir être enclenchées contre eux s'il s'avère qu'ils ont participé à la commission de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes de torture, bref, voilà. On peut imaginer plein de qualifications criminelles. Et la réponse que fournit le droit français, parce que là on parle du droit français, c'est plus du droit international, c'est du droit français, c'est que les juridictions françaises sont compétentes pour juger tous les crimes commis par des Français à l'étranger, quand bien même ils auraient la double nationalité et quand bien même d'ailleurs ils auraient acquis cette nationalité postérieurement à la commission des faits. Donc en fait, si ces soldats reviennent en France, qui sont appréhendés par la juridiction française et qu'on arrive à démontrer que eux, ils ont participé à la commission d'un crime, on pourra les juger soit pour complicité de génocide si ils n'ont pas commis les crimes directement, soit pour génocide ou autre qualification que j'ai énumérée, si on a des preuves que eux ont commis ce crime. Comment est-ce qu'on va recueillir de telles preuves concrètement? Oui, d'accord. Oui. Alors,
pour le recueil des preuves, dans ce cas-là, ça peut être par des preuves vidéo, ça peut être par des preuves photographiques, ça peut être par des témoignages, ça peut être des témoignages bien entendu qui vont se recouper. Il y a pas mal de sources en fait. En fait, ce sont les mêmes sources que celles qui sont utilisées devant les juridictions internationales comme la CPI pour condamner les individus qui commettent ce type de fait. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre des preuves de la part des autorités israéliennes. Bonjour, merci pour votre intervention. Justement, je voulais rejoindre, poser la même question. Et pour finir, je voulais développer aussi, demander une autre question à ce sujet. Est-ce que les soldats franco-israéliens ont le droit, c'est une question un peu stupide, mais est-ce qu'ils ont le droit, tout simplement, les Français, d'être militaires, d'être soldats, d'intervenir, ne serait-ce en tant que soldats, quoi. Est-ce que tous les franco-israéliens ne doivent pas être condamnés, tout simplement, parce que, voilà, de participer quand même en tant que militaire, en règle générale, me semble impensable. Alors, on va dire qu'en droit interne français, pour condamner des personnes pénalement, il faut leur imputer des faits précis. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier pour chacun d'entre eux qu'est-ce qu'ils auraient commis comme fait précis qu'on pourrait leur reprocher dans le cadre d'une cour d'assises, parce qu'actuellement, c'est les cours d'assises qui jugent les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre en France. Donc, si vous voulez, on ne peut pas prévoir un mécanisme de responsabilité collective du simple fait qu'ils étaient présents sur le terrain. Il faudra démontrer, et ça va être une réelle difficulté, il faudra arriver à associer leurs personnes à des crimes, à des faits en particulier. Je vais avoir une question tout à fait différente par rapport à ce qui va se passer à Metz, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé de la complicité. Alors, la semaine prochaine, le 18 juin, à la mairie de Metz, il y a un film qui va être projeté, qui s'intitule Le 7 octobre. C'est un film, un documentaire, peut-être vous en avez entendu parler, et que la mairie va faire dans sa mairie, donc le maire va faire dans sa mairie, puisque le film a été rejeté par toutes les salles. Est-ce qu'on peut qualifier le maire de Metz de complicité? Voilà. Question essentielle. Il est difficile de répondre à cette question. Alors, on va dire qu'à minima, on peut le qualifier de propagandiste. Non, on peut le qualifier de propagandiste. Après, si vous voulez, juridiquement, la complicité nécessite des faits un peu plus précis que celui-ci, même si c'est un fait qui évidemment a des conséquences concrètes tout de même. Mais bon, juridiquement, c'est un peu léger. Par contre, politiquement, c'est détestable. Donc, je ne peux que vous inciter à agir contre cet événement. C'est dégueulasse. Je pense que ça serait pas mal de pouvoir leur pourrir la situation en faisant des casseroles, du bruit, des choses comme ça. Ça, c'est juste une idée comme ça que je lance, mais je pense que ça serait pas mal. Je voulais savoir, à votre avis, si des citoyens se mettent en grève de la faim par rapport à cette situation, quel poids ça peut avoir? Oui. Moi, mon avis personnel sur les grèves de la faim, c'est qu'en fait, il y a vraiment des gens en ce moment qui subissent la famine. Et du coup, voilà, je trouve, personnellement, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Mais après, je veux dire, il y a des gens qui essaient de faire un peu différentes initiatives pour attirer l'attention. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me met un peu mal à l'aise dans le sens où je pense qu'on doit vraiment voilà, focaliser l'attention sur ce qui se passe dans la bande de Gaza et voilà. Je voudrais revenir sur la double nationalité.
Je voulais, sur la double nationalité, On entend bien. je croyais que lorsqu'on avait la double nationalité et qu'on combattait dans une des armées d'un pays, on perdait la deuxième nationalité. Non, en tout cas, en droit pénal, non. En droit pénal, c'est vraiment le principe qu'on appelle personnalité active, si vous voulez le terme juridique précis. Et personnalité active, ça signifie que, y compris quand on est soldat, dès lors qu'on a la nationalité française et qu'on commet un crime à l'étranger, on est comptable de ce crime devant les juridictions françaises. Et j'ajoute qu'il y a un autre principe dont je vous ai un tout petit peu parlé tout à l'heure sans le mentionner, qui s'appelle la personnalité passive. Et ça veut dire que quelqu'un qui serait français ou étranger, qui commettrait un crime contre un Français à l'étranger, et j'en ai parlé quand je vous parlais de l'arrestation illégale qui a été faite sur le navire qui a été intercepté, là aussi, ce sont des crimes qui peuvent être poursuivis devant les juridictions françaises. Et vous avez peut-être vu qu'il y avait une grand-mère de 2 enfants palestiniens qui sont décédés dans la bande de Gaza, enfin des enfants franco-palestiniens. Et du fait que ces enfants ont la nationalité française, elle a pu porter plainte devant les juridictions françaises et une procédure est en cours. Moi, j'avais une question concernant les marches là, qui sont en train d'être faites. Il y a plusieurs nationalités qui vont se rejoindre là-bas au Caire, qui vont marcher. Il y a les Tunisiens, Algériens qui ont envoyé un convoi de 7000 personnes avec des camions. À ton avis, quelle efficacité et surtout, est-ce que dans le droit, est-ce qu'il y a un sens à ça au niveau juridique ou voilà, c'est ma question. Parce que ça a l'air génial, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que, au niveau juridique, ça va servir à quelque chose? Alors, juste, là, je vais te répondre, mais je ne vais pas te répondre en tant que secrétaire général de Jurdi, parce qu'on n'a pas de position officielle sur cette question. Je ne voudrais pas avoir une position qui n'est pas celle de notre bureau, mais je vais te donner ma position là-dessus. Ma position, c'est que, comme je l'ai dit à la fin de mon intervention, le droit international, il ne va pas de soi. L'édifice qu'on a construit patiemment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est quand même très très fragilisé, parce que vous constatez bien en fait que son application est tout de même très sujette à caution. Donc en fait, le droit international, c'est un levier pour agir, mais ce levier, pour être vraiment efficace, il faut qu'il soit appuyé par un certain nombre d'actions. Et parmi ces actions, il y a ces actions qui sont conduites par la société civile, qui, elles, peuvent produire ce point de bascule, peuvent faire en sorte que les gouvernements finissent par avoir envie de l'appliquer, par avoir envie de le respecter. Et les moyens qui sont utilisés comme ces marches-là me semblent être des moyens parfaitement adéquats, parce que ce sont des moyens marquants, ce sont des moyens qui montrent une attente de la part de la population à laquelle le pouvoir exécutif ne peut pas rester indéfiniment sourd. Donc moi, je ne peux qu'encourager ce type d'initiative, encore une fois, à titre personnel. Et pour répondre, me semble-t-il, complètement à ta question, en droit, je dirais que si ça prend par exemple la forme d'action de désobéissance, ces actions sont tout à fait justifiées. Il y a un droit à la désobéissance civile, dès lors que c'est un droit qui sert ce type de causes qui nous concerne tous, qui sont le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à l'humanité. Bonjour, déjà merci en vrai pour cette introduction. Moi j'étais déjà très heureux en vrai d'être là ce soir parce que je reconnais beaucoup de visages que j'ai vus lundi soir au rassemblement du coup qui était franchement très bien, plus de 500 personnes à Metz. Donc je pense que on peut s'applaudir pour ça parce que c'était déjà incroyable franchement. Ouais, 700, plus de 700. Mais non, mais ça a été souligné, mais moi je voulais aussi revenir sur le courage des dockers de Fos-sur-Mer, mais même au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des dockers du coup de Casablanca, Tanger et Gênes aussi, qui ont fait des communiqués pour dire que eux aussi ne livreraient pas d'armes à Israël, et je pense que ça c'est très important aussi de le voir et de... Et par ailleurs, un autre truc moi, que j'avais vu passer là, juste avant cette réunion publique, c'est... Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des campements qui sont montés à Paris à partir du lundi soir, là, le 9, en soutien, du coup, en solidarité avec Gaza et avec la Flottille de la Liberté. Et moi, je voulais souligner la honte de l'État français qui, cet après-midi, je ne sais pas si vous avez vu, mais a appelé la police pour expulser tout ce campement qui s'était monté à la République en soutien à Gaza et à la Flottille de la Liberté. Et voilà, moi, si je voulais prendre la parole, en vrai, ce soir, c'était pour vous parler, du coup, d'un procès. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler un petit peu,
si vous soutenez la Palestine, etc. Mais c'est le procès d'Anas Kazib, qui est aujourd'hui le porte-parole de Révolution Permanente et qui est poursuivi par l'État français pour avoir fait un tweet en soutien à la Palestine et qui risque du coup aujourd'hui 7 ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Et nous, à Metz, on aura un rassemblement du coup le 17 juin, donc la veille à 18h30, en solidarité, en soutien avec Anas et avec tous les réprimés de la Palestine. Enfin, à Metz, je pense qu'on a été beaucoup, spectateurs de ça, enfin, entre les militants de BDS qui eux aussi se sont fait réprimer. Et je pense qu'on peut applaudir leur courage parce que c'est pas simple de soutenir la Palestine aujourd'hui. Merci. Et aussi même des militants du NPAR qui sont fait réprimer même par leur patron pour avoir refusé, pour avoir communiqué que eux non plus ne voudraient pas participer à l'envoi d'armes à Israël. Et, mais ce rassemblement, en vrai, il va être très très important parce que derrière la répression d'Anas, moi je trouve que c'est un symbole fort en vrai qui est envoyé par l'État pour dire que toutes les personnes qui aujourd'hui soutiennent la Palestine, que ce soit des organisations politiques, comme c'est même Urgence Palestine, que ce soit des militants syndicaux, politiques, etc., peuvent être réprimés. Et donc j'espère que vous voir très très nombreux le 17 juin pour apporter toute votre solidarité aux camarades qui sont aujourd'hui réprimés. Merci. Donc, Paul, c'était pas une question, mais une injonction, on a tous compris. Merci. Avant de poser une question, je voudrais d'abord signaler que les Amis du monde diplomatique auraient dû figurer parmi les organisations, les associations informant de cette soirée et appelant à y aller, mais un peu par un concours de circonstances, c'est passé à la trappe. Ceci pour dire que moi, personnellement aussi, je soutiens cette initiative, cette soirée et cette rencontre. Les deux présentations étaient tout à fait brillantes et convaincantes. Néanmoins, sur le plan proprement juridique, je voudrais faire part d'un certain malaise ou de certaines questions en la matière parce que il me semble problématique de faire comme si on pouvait faire confiance au droit, au système juridique et à la justice. Quand vous indiquez que vous avez saisi la justice administrative française, dont on connaît depuis des décennies sa proximité avec le pouvoir politique. Ce n'est pas pour rien que le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, est toujours un organe, comme vous le savez, est toujours un organe de consultation et de concertation pour le gouvernement, donc proche du pouvoir politique. Peut-on véritablement espérer que cette justice administrative puisse oser affronter frontalement les orientations de l'État français qui manifestement a choisi son camp, peu importe le droit, peu importe les vies humaines qui souffrent de cette situation ou qui disparaissent, notamment à Gaza. Donc ça c'est la première question. Et de façon plus fondamentale, moi je crains ce que j'appellerais avec un terme un peu complexe, un peu savant, un idéalisme juridique. Et moi je serais plutôt adepte d'une approche matérialiste en la matière, qui refuse de donner confiance à ce système juridique. Et il ne me semble pas judicieux non plus d'opposer la force et le droit.
parce que dans vos conclusions, vous avez indiqué que ce serait judicieux de défendre le droit comme si c'était en quelque sorte une entité supérieure, quelque peu appréciable, valeureuse, qu'il s'agirait de défendre contre la force. À mon sens, droit et force vont ensemble, et le droit n'est qu'une forme de pouvoir particulière et pas l'opposé de la force. Mais je reconnais que c'est un terrain complexe, d'une part. Tu poses ta question, s'il te plaît, il y a des gens qui s'en vont. Et d'autre part, oui, mais il est quand même important de ne pas rester en la simple, en quelque sorte, adoration, ou en la simple acclamation. C'est judicieux de poser des problèmes et de soulever aussi des lièvres ou des choses qui posent problème. Voilà, ok, mais tu dépêches parce que tu saoules tout le monde là. Mais vraiment. Donc, est-ce qu'il ne faut pas penser ensemble le droit et la force plutôt que les opposer? Merci. Merci pour cette question qui est effectivement en fait très intéressante parce qu'elle pose la question finalement des limites du champ d'action du droit. C'est-à-dire, est-ce que le droit il est performatif en lui-même? Est-ce que le simple fait d'énoncer le droit, ça fait émerger des réalités? Ou est-ce qu'il faut analyser le droit dans un contexte? Et ben moi, je pense comme toi qu'il faut analyser le droit dans un contexte. C'est-à-dire que si par exemple tu as des juridictions qui sont manifestement partiales, pas dépendantes, ben, tu n'as aucun degré de confiance à accorder à ces juridictions. Il me semble toutefois qu'au niveau des tribunaux administratifs français ou au niveau des juridictions pénales françaises, il y a quand même des évolutions depuis ne serait-ce que quelques semaines, dont j'ai parlé par exemple quand on a retenu la complicité de génocide au niveau du parquet national antiterroriste. Ça aurait été complètement inenvisageable il y a encore quelques mois. Et je pense aussi que ces évolutions, vu qu'elles s'insinuent dans un contexte particulier, elles viennent aussi de ce que peut renvoyer la société civile. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le droit est un levier parmi d'autres, mais un levier qui ne doit pas s'envisager indépendamment du reste de la vie sociale, et que le fait d'actionner ce levier doit être accompagné par ce mouvement de la société civile. On doit travailler finalement en convergence sur ces questions-là. Donc, pour répondre à ta question de manière brève, je ne considère pas que le droit est performatif en soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'applicabilité en lui-même du simple fait qu'il est écrit dans une convention, ça c'est certain, mais on peut faire en sorte, si on est en adéquation avec les valeurs profondes que défend ce droit, et c'est pour ça que je vous posais dans un certain sens la force et le droit, parce que le droit donne quand même une boussole. La force n'a pas de boussole. Le droit, il nous donne un cap. Et moi, je considère que le cap, et c'est mon interprétation, hein, le cap du droit international tel qu'il a été érigé depuis 1945, on va dire, donc 1948, on va dire plutôt, c'est un droit qui repose sur des valeurs avec lesquelles je me sens en adéquation. Droit à la vie, droit à la dignité, droit à la santé. Et je pense qu'on doit actionner ce levier-là pour qu'il soit opérationnel, mais on doit le faire tous ensemble, pas que les juristes. Je vais poser la question comme ça, sans le micro. Quelle relation vous développez avec les organisations syndicales? Parce qu'il y a un problème à ce niveau, qui est qu'en France, les organisations syndicales ne sont pas dans la lutte. Hein. Il y a des militants, des secrétaires généraux, mais bon, il y a un pays, c'est l'Angleterre, il y a des cortèges monstrueux, massifs, des centaines de milliers de personnes à Londres qui manifestent depuis des mois et des mois, et ce qu'on ne voit pas en France. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de sorte que les confédérations syndicales reconnaissent le fait génocidaire et en tirent toutes les conclusions? Est-ce que vous avez des relations dans ce sens-là avec les syndicats? C'est important justement de les développer. On est en train de les tisser. Pour répondre à ta question, j'ai fait une conférence il y a un mois justement avec des organisations syndicales. Là, je vais publier un papier, tu dois connaître la revue de l'école émancipée, pour justement développer sur cette qualification de génocide, pourquoi elle est pertinente, parce que quand je suis intervenu, justement, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore tout à fait acté. Hein, l'idée de cette qualification de génocide, ça pose encore quelques problèmes. Et l'idée, c'est vraiment de déverrouiller les esprits sur cette idée de génocide, de dire que si on emploie ce mot de génocide, c'est pas pour se faire plaisir,
C'est juste parce que ce mot de génocide, il a des conséquences juridiques particulières du fait qu'il oblige la France à le prévenir, ce que ne fait pas par exemple un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'obligation de prévention des crimes contre l'humanité, par contre, il y a une obligation de prévention du crime de génocide qui oblige la France, l'Union européenne et les autres États du monde à agir. Donc on doit vraiment rien lâcher sur cette qualification de génocide, et je vous le dis parce que j'entends parfois des discours disant « écoutez, on peut rester sur crime contre l'humanité, c'est déjà énorme, c'est pas mal ». Oui, mais ça n'a pas les mêmes effets juridiques. Alors déjà, je vois pas pourquoi on irait la réalité, s'il y a un génocide, il faut le dire. Et deuxièmement, ça a des effets juridiques. Donc, on est en train de développer ces liens. En un an, on a développé pas mal, mais après, voilà, nos forces sont comptées. Et voilà. Mais on continue dans cette voie. S'il n'y a plus de questions, simplement, je voulais vous parler de Mohamed. Oui, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient vraiment particulièrement intéressantes. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais les juges nationaux ont quand même beaucoup de mal à appliquer le droit international. Pour le commerce des armes, on se heurte à différents verrous qui sont absolument inacceptables, notamment de la part des juridictions administratives, puisque là, ce serait le domaine réservé, il ne pourrait pas y avoir de contrôle juridictionnel du commerce des armes, et dans un deuxième temps, le Conseil d'État nous dit de toute façon le traité sur le commerce des armes n'est pas invocable directement parce qu'il n'est pas suffisamment précis, etc. Alors que l'Union européenne a prévu la nécessité d'un contrôle juridictionnel par les États et donc les tribunaux internes. Donc il y a quand même un énorme travail à faire pour sortir de ces verrous particulièrement qu'on nous oppose de manière systématique et qui sont des obstacles extrêmement importants. Et pour expliquer ce type de décision, il y a deux clés d'explication. Il y a un manque de courage de la part de certains magistrats, mais il y a aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel on peut agir nous en tant que juristes, il y a un manque de compétences. Parce qu'on ne le dit pas assez, vous savez, on pense parfois que les magistrats, ils sont allés à l'école de la magistrature, ils ont fait une formation de 3 ans, ils savent tout le droit, mais ils ne savent rien du tout. Enfin, rien du tout, j'exagère. Je veux dire, en droit international, il n'y a pas de module de formation étendu à l'école nationale de la magistrature, et souvent les magistrats, dans leur demande d'appliquer par exemple la Convention 1948 sur la prévention des génocides, en fait, ils ne la connaissent pas du tout. Et alors, ce qu'on essaye d'entreprendre au niveau de notre association Jurdi, c'est qu'on essaye de mettre en place justement un module de formation pour les magistrats, qu'on va essayer de proposer à l'École nationale de la magistrature, ou alors aux syndicats, si jamais on n'arrive pas à le faire avec l'École nationale de la magistrature, à des syndicats qui seraient tout à fait disposés à recevoir ce type de formation, avec les contentieux qui vont arriver par rapport à cette situation. Donc là, on va pouvoir agir. Il y a une partie du problème qu'on va pouvoir évacuer par la méconnaissance. Par contre, le courage politique, ça, il faut que ça vienne de la société civile. On ne pourra pas le faire en tant que juriste. Bonsoir. Alors il y a beaucoup de questions sur le droit, et personnellement, effectivement, je suis très pessimiste et sceptique, puisque je trouve qu'on a atteint pour moi les limites. Il n'y a plus de limites. Voilà, il n'y a plus de limites. En revanche, je crois en notre pouvoir de consommateur. Voilà, donc je pense qu'il faut axer nos actions sur le boycott. Et donc ma question, c'est notamment par rapport aux dates Medjool. Depuis plusieurs années, on les boycotte et puis on essaie de sensibiliser, notamment dans les marchés, avant par exemple le mois de Ramadan. On en achète beaucoup, on consomme beaucoup de dates Medjool. Il faut savoir que cette année, en fait, en allant dans les étals du marché ou chez Grand Frais, peut-être pas Grand Frais, mais en tout cas beaucoup dans les étals de marché ou bien dans les grandes surfaces, il n'y a plus du tout d'origine de fabrication. Voilà. Voilà, c'est retiré maintenant. Donc avant, on pouvait encore un petit peu discuter, sensibiliser les commerçants en leur disant, ben voilà, là, soit, beaucoup cette année viennent du Maroc. Fake ou pas? En revanche, là, je pose la question. Fake ou pas? Alors moi, je vais... Voilà. Voilà, donc la majorité... Exactement. Tout. Voilà, donc donc voilà, donc ma question c'est,
est-ce que le BDS, en fait, a des actions, notamment sur les dates medjool, qui sont beaucoup consommées, on en trouve beaucoup, et puis elles proviennent toutes des territoires occupés. Voilà. Ou d'Israël, parce que je boycotte même Israël. J'affirme et j'assume. Il y a effectivement ce que tu dis sur la question de l'étiquetage. Il y a un vrai problème en fait aujourd'hui. On a tous dû voir pendant et avant le génocide des contre-indications ou par exemple Israël/Pérou. En fait, et ce que je vous invite à faire, c'est de systématiquement de demander à un responsable. Moi, je l'ai fait à mon échelle et je pense que la campagne BDS est une démarche collective, mais c'est aussi les actions aussi individuelles, elles peuvent aussi avoir leur impact. Et c'est important de ne rien laisser passer, et notamment ça s'appelle une pratique illicite, en fait, trompeuse, en fait. Hein. Donc, en fait, ce qu'on peut dire aux responsables du magasin, moi, j'ai menacé de contacter la DGCRF, la répression des fraudes, et en fait, le responsable du magasin a immédiatement, parce que je lui ai fait part de cette tromperie sur l'étiquetage, Israël/Pérou, il a immédiatement retiré les produits. Et j'ai pas fait un scandale, hein, j'ai pas dû faire un scandale pour ça, c'est-à-dire que, et on m'a confirmé encore récemment, j'intervenais il y a quelques jours dans 94 à Chevilly, il y avait quelqu'un de la répression des fraudes dans la salle, il m'a dit que si on faisait un signalement dans un magasin, c'était immédiatement pris en compte. Donc n'hésitons pas à le faire et à menacer de le faire pour que les magasins s'organisent et prennent les dispositions nécessaires pour ça. Et sinon, effectivement, les dates Mejloul, ça fait partie, c'est vraiment très important parce que ça fait partie de la dépossession, ça touche à la terre, à l'expropriation des Palestiniens de leur terre, en fait. C'est construit, c'est vraiment quelque chose dont on appelle au boycott, évidemment. Et là aussi, en termes de marques, il y a vraiment des marques, on va dire, qui essaient de tromper. Par exemple, je vais vous donner un exemple de marque de date Mejloul, ça s'appelle Jordan River. On a l'impression que ça vient de Jordanie quand on lit ça. Et oui, en fait, je vous invite à vraiment être vigilant sur certaines présentations où il n'y a pas l'origine qui est mentionnée, parce que ça, c'est un problème. Ça veut dire que c'est un problème, en fait. Et on a écrit, et on va continuer à le faire, parce que il y a quelques années, on avait écrit à Biocop pour leur demander d'arrêter de vendre ces dates. Ils avaient arrêté, mais on a découvert qu'ils avaient revendu et qu'ils continuaient à vendre ces dates. On vient de l'apprendre récemment. Enfin, récemment, ça date quand même d'il y a plus d'1 an. C'est un vrai problème. Biocop, Naturalia, Bio c'est bon. Il y en a d'autres, malheureusement, c'est des marques bio aussi. Mais on vous invite à les interpeller, voilà, y compris localement. Et à s'organiser. Ça fait partie des choses importantes à faire, mais effectivement, tout ce qui concerne ça, il y a la répression des fraudes qu'il faut interpeller, et nous, à notre échelle, et notamment, on lance des campagnes tous les ans, mais c'est une campagne qui dure toute l'année en réalité, sur les dates israéliennes qui sont présentées comme dates israéliennes, et dont on sait qu'elles proviennent d'une terre volée aux Palestiniennes et aux Palestiniens, quoi. Bonsoir, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question par rapport au boycott qu'on peut faire, nous, tout un chacun, dans notre petit monde, en faisant les courses. Et je ne sais pas si je voulais vous demander, vous poser la question, si c'est valide. J'ai téléchargé une appli qui s'appelle Boycat. Est-ce qu'elle est valable pour... parce que moi, maintenant, je fais mes courses avec ça. Et je scanne tous les produits. Mais est-ce que ça peut valoir comme... appuyer un peu le... Je te remercie de ta question, parce que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure sur la liste des longues listes à boycotter, etc. Franchement, des fois, on fait attention et on suit ces listes-là, on ne va plus faire nos courses du tout. Et je vais vous donner, par exemple, ça va peut-être vous étonner, mais par exemple, l'application, pour ceux qui ont l'application Boycott X, c'est pas quelque chose sur laquelle nous, on appelle à suivre. Parce que si on suit cette application-là, c'est simple, on ne peut plus tout simplement faire ses courses, en fait. Par contre, l'application que tu viens de citer, le BNC, le Comité palestinien pour le BDS, c'est associé à Boycat. On a fait une publication là-dessus. Boycott, il y a l'image d'un chat, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on vous recommande d'utiliser cette application. En tout cas, c'est une application qui a été validée par le Comité palestinien pour le BDS, où il y a une liste fiable des entreprises et des marques à boycotter. Donc effectivement, ça, c'est important de le souligner, quoi.
Alors, je crois qu'il y avait une question. Vas-y, je t'en prie. Alors, je pense qu'il y a un peu tôt, j'avais vraiment envie de la poser. Merci. Déjà, merci pour toutes vos réponses. Et je voulais savoir en fait si, bon, je pense qu'il est un peu tôt, comme je vous ai dit, désolée, je pense qu'il est un peu tôt pour cette question, mais est-ce que la vie des Palestiniens, enfin de l'après-guerre, elle a été évoquée par les juges, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir des sanctions aussi pour les pays complices de l'État d'Israël. Est-ce que ça a été évoqué ou pas du tout encore? L'avenir, il est assez incertain. En fait, ce qu'on sait pour l'instant, pour synthétiser, c'est qu'au niveau des décisions de justice rendues, la Cour internationale de justice demande instamment à Israël de mettre fin à son occupation illégale. Donc normalement, Israël devrait retirer ses colonies, alors à la fois de Gaza et de la Cisjordanie. Simplement, vu que manifestement Israël a des intentions complètement contraires, on ne sait pas tellement où ça va. Donc c'est effectivement trop tôt pour évoquer cette question-là, mais j'espère que cet avis sera suivi des faits, même si dans l'avenir immédiat je suis assez pessimiste. Mais en tout cas, il faut qu'on se batte pour que cet avis ait une effectivité, et ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. Dans la prolongation de cette question, est-ce qu'il y a déjà eu des condamnations d'État, donc au niveau de la juridiction internationale, pour complicité de génocide ou complicité de crimes de guerre, etc. Est-ce que c'est vraiment réaliste d'imaginer que les États-Unis ou la France puissent un jour être poursuivis devant la juridiction internationale? Alors pour violation de l'obligation de prévenir ou de réprimer le crime de génocide, à l'heure actuelle, non. Mais au regard des faits que l'on a sous les yeux, il est tout à fait envisageable que dans quelques mois, voire dans quelques années, ces condamnations soient effectivement prononcées. Donc ça serait une première, mais c'est une première qui me semble souhaitable et qui serait tout à fait justifiée d'un point de vue juridique. Alors, avec, on va dire, des degrés d'implication différents selon les États. Par exemple, tu évoquais les États-Unis. C'est certain, par exemple, que les propos ou les actes qui ont pu être commis par Joseph Biden, ou les propos qui sont actuellement tenus par Donald Trump, qui a également tenu des propos génocidaires, il faut le dire, et également provoqué à la commission de crimes à travers ses propos, pourrait donner lieu également à condamnation, alors non seulement des États-Unis en tant qu'État, mais aussi de Biden et de Trump en tant que complices, par exemple devant la Cour pénale internationale. Et la France, parce que la France ne reconnaît pas, s'est retirée de la déclaration de compétence de la CIJ depuis les années 70 suite aux essais nucléaires. Donc devant quelle juridiction on pourrait attraire la France pour complicité de génocide en tant qu'État? Une complicité de génocide, ça paraît effectivement compliqué d'un point de vue juridique. Par contre, et c'est pour ça que nous on a retenu cette voie-là, on peut retenir le fait qu'elle a violé la Convention sur la prévention du crime de génocide. Donc on pourra faire reconnaître, nous l'espérons, devant les tribunaux administratifs que la France s'est soustraite à ses obligations internationales, a violé ses obligations internationales. Par contre, ça ne sera pas sous l'angle technique, juridique de la complicité. Ça sera sous l'angle de non-respect des obligations internationales. Mais ce qui est déjà une honte énorme. Il n'y a plus de questions. Et alors, je voulais juste vous indiquer qu'on a la chance d'avoir Mohamed Al-Kouad dans la salle, poète gazaoui qui est en résidence artistique en France. Chez vous, voilà. Et Mohamed a écrit un poème sur la cinéaste Fatima. Il l'aurait bien lu, mais je crois que l'émotion fait qu'il n'y arrivera pas. Et il a demandé à Marie-Sabine de lire la traduction. Alors il vient juste de me l'envoyer, je ne vous dis pas le texte. Si je
Si j'ai des difficultés, vous comprendrez pourquoi. Alors, d'abord, il explique à Fatima, nous devions nous retrouver à Amman en septembre 2023. Elle, dans son tout premier rêve hors de Gaza, une exposition de ses photos qui arpentent une ville autre. Moi, dans un championnat d'Asie de l'Ouest, catégorie jeunes et seniors en karaté. Que de rire ce jour-là à la Fondation Tamer au studio, je vais arracher le mot donc je ne le dis pas, voilà, à la frontière. Nous avons laissé sortir tout ce feu coincé dans nos poitrines en riant. Mais la frontière, elle, ne nous a pas laissé passer. Aucun de nous n'a eu l'approbation de sécurité. Si la frontière nous avait laissé faire, nous n'aurions peut-être jamais connu Fatima. Elle n'aurait pas assisté à ce génocide et surtout, personne n'aurait eu à écrire son éloge funèbre. Elle n'aurait rien laissé à Haïdara. Je m'excuse pour les mots. Pas de testament, pas de mort éclatante. Si la frontière nous avait permis de rêver un peu plus loin, sa mort aurait été un choix, quelque part loin du ciel pesant de notre ville. Nos mères nous disent que si est l'arme du diable contre la volonté divine. Mais moi, aujourd'hui, je l'utilise pour imaginer Fatima vivante. On m'a dit qu'on n'a rien retrouvé de ton corps, pas même la tête. Et pourtant, cela ne m'a pas tant effrayée. Je suis certain qu'elle avait déjà pris son envol, avant même ton corps, pour aller défier les avions là-haut. Pour leur chanter, l'oiseau s'est posé à ma fenêtre. Comme ton chant les dérangerait, comme ta mort les dérange, ta vie aussi. Voilà, maintenant c'est le poème, ça c'était juste l'introduction. Ma chère Fatima, on s'est parlé plusieurs fois pendant la guerre. On a rêvé d'un nouveau rendez-vous, d'une ville belle que tu aimais et qui t'aimait en retour. Ce qui me bouleverse dans ta mort, c'est que la vie était si proche de toi, bien plus proche que ce départ. Fatima, il n'a pas de véritable langue pour les adieux. Rien n'a plus de sens ici sans toi, sans ta voix douce, sans ce regard qui brillait à chaque aurore d'amour. Pourquoi ce silence maintenant? Je t'ai connue bavarde, vivante, tu aimais les mots, tu faisais voyager leur parfum d'idée en idée, pour planter l'amour en chacun de nous. Je t'ai connue amie, confidente, essentielle. Nous nous étions promis de nous retrouver, alors moi, j'attends. J'attends de te voir revenir, comme toujours, fidèle à toi-même, fidèle à ta promesse. Je vais juste vous recommander parce que il a beaucoup été question de génocide aujourd'hui dans la conférence. Et effectivement, là, il y a une table d'Amnesty International. Et pour ceux, je pense qu'on est vraiment convaincus dans cette salle, mais pour ceux autour de vous, faites passer l'information. Il y a une vidéo très pédagogique et très très bien faite d'Amnesty International qui s'appelle aussi « Oui, c'est un génocide ». Il y a bien sûr le rapport, mais il y a aussi une vidéo pédagogique et très bien faite que vous pouvez faire circuler autour de vous. C'est très important de diffuser l'information, ça fait aussi partie de la solidarité, quoi. Merci. Et si je peux me permettre, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, à Nancy, on a invité la présidente d'Amnesty France et c'était vraiment tout à fait passionnant. Et je vous encourage à le faire. Il y a 4 personnes, je crois, à Amnesty qui sont mandatées pour aller un peu partout en France pour présenter le rapport. Et vraiment, c'est passionnant. On peut lui poser toutes les questions, on peut leur poser toutes les questions. Il y a des supports, effectivement, soit de vidéo, soit de PowerPoint, de photographie, etc. Et c'est vraiment tout à fait passionnant. C'est un rapport de 300 pages en anglais, avec un résumé donc, en français, mais rien de tel qu'une conférence avec des personnes qui nous expliquent de manière très précise ce qu'est un génocide et pourquoi Amnesty International a choisi cette qualification. C'est après un travail minutieux d'enquête et vraiment c'est super important de l'écouter à travers une conférence. Voilà. C'est la FPS Nancy qui l'avait invité. Pardon. Des questions?
écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier Benjamin et Guimène. Merci.